histoire d'amour qui a basculé dans l'obsession, puis dans l'horreur. Jodi Ann Arias, née le 9 juillet en 1980 en Californie, elle est mexicaine, allemande et anglaise. Son père, William, et sa mère, Sandra Arias, elle a une demi-sœur plus âgée. Elle est l'aînée de 2 frères et une sœur. Son enfance est plutôt calme, presque idéale en apparence, mais elle aurait tout de même subi certaines maltraitances de la part de ses parents. C'est une femme très intelligente et à l'âge de 17 ans, elle est partie de la maison pour vivre avec son petit copain. C'est une femme indépendante, débrouillarde. Pendant son adolescence, elle était assez rebelle. Elle recherchait à être une femme indépendante financièrement très jeune et elle a commencé à travailler à l'âge de 18 ans. Elle s'intéresse un peu à la photographie qu'elle pratique quand elle a le temps. Niveau cœur, elle attire beaucoup d'hommes, mais pas de relations stables. Quand elle a eu 27 ans, elle décide de tout plaquer et déménager en Arizona parce qu'elle a raconté à un mec à Mesa. Et très vite, Jodi commence à sortir avec un certain Travis Alexander. Le mec est super gentil, il est plutôt beau gosse, mais il n'a pas eu une enfance tranquille. Il est né le 28 juillet 1977 à Riverside, en Californie. Ses parents sont Gary David et Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Il a 7 frères et sœurs, dont Tashia, Samantha, Hilary, Denise et Greg. Mais ses 2 parents étaient toxicos et très violents. Avec 11 ans, il a dû aller vivre chez ses grands-parents. Je sais pas pourquoi, c'est que lui qui est parti chez ses parents. Les autres, ils sont restés avec leurs darons. Ses grands-parents, ils l'ont élevé et son adolescence n'était pas facile. Il y a eu quelques ennuis, parfois même des bagarres avec d'autres jeunes. Et le jour de son 20e anniversaire, il apprend une nouvelle terrible. Son père est décédé à l'âge de 49 ans. Le foyer est chamboulé. Toute la famille est recueillie par la grand-mère. C'est elle qui les a initiés à la religion mormone et les emmène à l'église très souvent. Après le lycée, il décide de ne pas poursuivre l'université et il a des grands projets et de l'ambition. Il commence sa carrière dans le télémarketing, puis à la vente au détail, avant de rejoindre la société Prayed Legal Service, une entreprise qui aide les particuliers à obtenir des conseils juridiques et où les ventes à domicile rapportent des commissions. Il va vite gravir les échelons très rapidement. Il devient conférencier, motivateur et fait même un peu de stand-up sous le nom de Décisionnel. Il devient un membre actif de l'église mormone, une influence qui tient de sa grand-mère. Jodi et Travis se sont justement rencontrés en 2006 lors d'une de ses conférences à Las Vegas. Et là, coup de foudre, les deux ne peuvent plus se séparer. Ils s'aiment trop. Mais Travis ne se voyait pas se marier avec une femme non mormone. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se convertir ou se baptiser à l'église de Mormon et c'est même lui qui va la baptiser. Ils sortent officiellement ensemble en 2007. Ils s'aiment énormément, vraiment, ils sont H24 ensemble, H24 en train de se faire des bisous, des câlins, etc. Vraiment, c'est l'amour fou. Tellement ils sont amoureux, ils s'embrouillent souvent. Leur amour est tellement fort qu'il n'y a que des embrouilles. Il y a même un soir, Jodi, elle appelle sa mère, elle lui dit « S'il te plaît, viens me chercher, j'ai pas envie d'être avec lui, s'il te plaît, viens ». Elle fait la route de la Californie jusqu'en Arizona pour au final, elle lui dit « Laisse tomber, c'est bon, j'ai plus besoin de toi ». On s'est réconciliés. Et c'était tout le temps comme ça avec eux. Ils se disputaient, ils se séparaient, 2 secondes plus tard, ils se remettaient ensemble. Vraiment, c'est un amour toxique. En mars 2007, un mois après leur relation, Jodi va retourner chez ses grands-parents en Californie, car elle ne veut plus être avec Travis. Vraiment, leur relation, c'est fini. Vous allez voir, ils sont pas vraiment séparés, parce qu'on va apprendre qu'ils se voyaient souvent. Mais voilà. Le 9 juin 2009, les amis de Travis n'ont plus de nouvelles de lui. Le problème, c'est qu'il avait un entretien par téléphone. Il n'a jamais eu cet entretien-là. Et lui, le boulot, c'était très important pour lui. Il était très sérieux. Du coup, pour eux, c'était grave. Il a quelque chose. C'est pas normal. Déjà, il répond pas. Déjà, il va pas à son entretien. C'est qu'il y a quelque chose. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chez lui et un de ses potes a le double des clés. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir la porte et là, cauchemar. En rentrant dans la maison,
il voit des taches de sang. Et en allant dans la salle de bain, il trouve Travis mort. Mais pas juste mort. Il est défiguré, il y a une mare de sang. Et le docteur Kevin Orr dira que Travis a été frappé 27 à 29 fois, notamment au dos. Il a la gorge tranchée, une balle dans la tête. Ses mains sont pleines d'hématomes. On voyait qu'il a essayé de se défendre, de survivre à cet terrible accident. Les amis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler le 911. Dès les premiers appels, ils disent « Oui, c'est Jody qui a fait ça. Jody, c'est elle qui l'a tué, etc. » Elle raconte qu'elle l'a harcelé, qu'elle a même réussi à pirater ses comptes Facebook. Elle allait souvent voir ses messages, elle faisait que de l'appeler. En fait, elle piratait tous ses comptes pour vérifier s'il parlait avec d'autres meufs. Vraiment, elle l'harcelait. Ils disent même qu'elle a déjà crevé ses pneus pour pas qu'ils partent quelque part. Vraiment une psychopathe. Quand la police arrive, ils vont ensuite passer la maison en peigne fin pour récolter un maximum de preuves, pour identifier bien sûr le coupable. Une balle a été retrouvée dans la salle de bain, c'est un calibre 25, le même calibre 25 qui a touché Travis, posé près du lavabo. Le meurtre a été extrêmement violent. Il y a une empreinte de paume ensanglantée sur le mur, un signe que le meurtrier n'a pas aménagé sa victime. Et la police, en récoltant tous les témoignages de ses amis, ils sont direct intéressés à elle. On va retourner un peu en arrière. En gros, ça a commencé quand Travis a voulu emmener Jody à Cancun le 10 juin. Sauf que en avril, il a décidé de changer les billets pour mettre un autre nom, le prénom d'une autre fille. En fait, il comptait plus partir avec Jody. Leur relation était terminée. Faut savoir que le 2 mai, Jody vivait encore chez ses grands-parents. Il y a eu un cambriolage. Il y a eu plusieurs objets qui ont été cambriolés. Et dans les objets qui ont été cambriolés, il y a un pistolet automatique. Et devinez quoi? Les balles qui ont été retrouvées dans la salle de bain de Travis proviennent du pistolet qui a été volé chez les grands-parents de Jody. Une semaine avant de retrouver le corps sans vie de Travis, le 2 juin, Jody a appelé 4 fois Travis entre 1h et 3h du matin sans que Travis décroche. Et vers 3h du matin, il y a Travis qui rappelle Jody. Un appel de 18 minutes et un autre de 41 minutes. Jody l'a rappelé direct après pour un appel de 3 minutes. Peut-être qu'ils se sont disputés, peut-être qu'ils ont raconté leur vie, on ne sait pas. À 8h du matin, Jody qui loue une voiture et quitte la Californie, direction l'Utah. Le 5 juin, t'as Jody qui date un ami. Et en fait, il dira qu'il a remarqué qu'elle avait des coupures sur les mains et qu'elle est devenue brune, parce que Jody est blonde de base. Il dira que elle s'est blessée. Voilà. Rien de plus. Voilà. Elle quitte son hôtel à Stock Lake City, Utah, pour retourner en Californie. Et une fois là-bas, elle arrête pas d'appeler Travis, je pense pour détourner pour avoir un alibi, etc. Bref, pour faire genre... voilà quoi. En lui laissant des messages vocaux, donc le plus c'est glauque. Elle se connecte carrément sur la boîte vocale de Travis pour écouter ses messages vocaux. Vous vous rendez compte quand même? Elle est vraiment malade cette meuf. 7 juin, Jody est en Californie. Elle rend la voiture de location, mais il manque les tapis de voiture. Et il y a quelques gouttes de sang à l'intérieur. Je sais pas ce qu'elle a dit au loueur, à la personne qui a loué la voiture, mais il n'y a plus les tapis. 9 juin, c'est le jour où on retrouve le corps de Travis. Voilà un peu comment ça s'est passé, le déroulement de sa semaine à Jody. En fouillant la maison de Travis, il retrouve un appareil photo dans la machine à laver, comme si quelqu'un voulait le casser. En allumant, ils n'ont rien trouvé, mais ils ont réussi à récupérer des photos. Et sur les photos, on voit Jody et Travis faire des choses intimes, et les photos datent du 4 juin. Et la dernière photo, elle est grave troublante. Je vais vous la mettre. On dirait je sais pas, on dirait qu'il a peur, qu'il est triste en même temps. Elle est assez bizarre cette photo et c'est la dernière image qu'on a de lui.
C'est vraiment glauque. Ça me fait des frissons, vraiment, c'est... Et cette photo-là a été prise à 17h29. Ils vont découvrir une dernière photo de lui. Lui, au sol, inerte, recouvert de sang. Dans les couloirs, les enquêteurs retrouvent une trace de main ensanglante qui contient l'ADN de Jodi et de Travis. Donc là, à ce moment-là, pour tout le monde, c'est elle la coupable, c'est elle qui l'a tué. Ce mec n'avait pas de problème. Ce mec était adoré par tout le monde. Ce mec, voilà, il menait sa petite vie, il faisait des vacances, il travaillait, etc. Enfin, un mec normal, quoi. Du coup, pour eux, étant donné qu'elle l'harcelait, etc., pour eux, c'est elle. Jodi va être arrêtée le 15 juillet et elle va raconter 3 versions différentes. La première version, elle n'était pas là, qu'elle était en Arizona, qu'elle n'a pas vu Travis depuis mars 2007, donc 1 an avant les faits. La deuxième version, c'est qu'elle admet qu'elle était bien avec Travis ce jour-là, ce soir-là. Mais, en gros, que 2 personnes sont venues cambrioler la maison. Ils ont attaqué Jodi et Travis, ils ont tué Travis et elle, ce qu'elle a fait, elle a juste pris la fuite et elle a eu peur. Ils l'ont dit, mais pourquoi t'as pas appelé la police? Pourquoi t'es pas venue? Elle a dit, j'ai eu peur, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire. Ces témoignages sont complètement incohérents et je sais pas comment tu fais pour mentir comme ça. Et en plus, tu mens très mal. Après 2 ans, Jodi va enfin avouer qu'elle a bien tué Travis, mais c'est de la légitime défense. Elle dira que c'était un mec manipulateur, qui la battait, qui l'humiliait, etc. Et en fait, ce soir-là, ils ont pris une douche ensemble, et il s'est énervé d'un coup, et il a commencé à l'insulter, et il a essayé de la frapper, et en fait, le seul moyen qu'elle a trouvé, c'était de le tuer. Ils lui ont dit, mais pourquoi t'as pas appelé la police? Certes, t'as tué une personne, mais c'était de la légitime défense. Et elle a dit, elle aurait fait un blackout à cause du syndrome de post-traumatique. Je trouve ça vraiment malhonnête de sa part, parce qu'il y a vraiment des femmes qui subissent ce genre de violence. Et je trouve ça humiliant. Oh non! Moi j'ai changé de lumière, je suis désolée. Vous allez avoir une luminosité moins bonne que tout à l'heure. Je disais, je trouve ça grave humiliant, ça, parce que ça remet en question la parole des vraies femmes qui subissent ça. Quand la police lui pose la question, pourquoi tu ne l'as pas dit directement? Elle dira, je suis loyale envers Travis. Je ne veux pas le dénigrer. C'est pour ça qu'elle n'a rien dit à la police. Il y a une seule question que les enquêteurs se posent. A-t-elle tué son copain car il est violent? Ou elle a tué Travis par jalousie car il ne voulait plus d'elle? Et là, après avoir dit tout ça, elle va commencer à salir Travis. Elle dira qu'un jour, il l'a poussée du lit, elle s'est même cassé la main. Plein de petits trucs comme ça. Les entourages de Travis diront qu'ils n'ont jamais entendu parler de violence, ni de coups, ni de crise, rien. Et elle insiste en disant qu'il l'a frappée. Je pense que cette femme est atteinte de mythomanie. Voilà. C'est mon point de vue, mais je pense qu'elle est mythomane. Un jour, elle va dire à la police qu'elle a déjà vu Travis en train de regarder des photos de petits garçons en sous-vêtements et qu'il, voilà quoi, devant ces images. En gros, c'est un pédophile. Les experts qui l'ont examinée ont fini de dire qu'elle souffre probablement d'un trouble de la personnalité, que tous ses mensonges sont incohérents, elle a une obsession maladive pour Travis, à un point qu'elle a des comportements dangereux et que c'est à cause de ça qu'elle l'a tué. Pour les enquêteurs, c'est elle qui a cambriolé la maison de ses grands-parents pour voler le pistolet. Elle a été chez Travis, ils ont passé un bon moment, et je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'elle en a eu marre, etc. Et c'est là qu'elle l'a assassiné et qu'elle l'a tué avec le pistolet. À savoir, c'est que Travis voyait une autre fille en parallèle de Jodi. Une fille qui allait souvent au même temple que Travis. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi il a joué avec les sentiments de Jodi, parce qu'il savait que Jodi était amoureuse de lui, qu'elle était rien dingue de lui. Et je pense que en faisant tout ça, il a poussé à bout Jodi, et je pense que je remets pas la faute à Travis bien sûr, hein,
Mais ses manières de traiter Jody l'a poussé à le tuer. Déjà qu'elle était folle, cette meuf. Et c'est les mecs. Les mecs, je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien jouer avec une meuf en même temps, en disant oui je t'aime, mais dégage, oui je t'aime, bref. C'est les mecs. Le procès commence le 2 juin 2013. La procédure va s'étaler sur plusieurs mois. Mais malheureusement, la grand-mère de Travis n'est pas là, elle est décédée en 2012. Jody est défendue par 2 avocats, maître Jennifer Walmoltz et Lawrence Nurmi. La famille de Travis est là, et il y a aussi beaucoup de curieux, parce que cette affaire-là a été beaucoup médiatisée. Tellement qu'il y avait des gens, il y a eu même une file d'attente en dehors du tribunal. Dès son entrée dans l'audience, Jody fait une forte impression. Elle est complimentée. Elle a changé. Fini les longs cheveux. Elle est brune, sa couleur naturelle, elle porte des lunettes. Et elle va monter à la barre de témoins pour raconter son histoire. Et sa relation avec Travis, un récit qui durera 19 jours. La défense a dressé un portrait. Selon eux, Travis disait qu'il était prêt à attendre le mariage pour ses idées religieuses, mais il a quand même eu des relations intimes avec plusieurs femmes, dont Jody. On le décrit comme un beau parleur manipulateur qui maltraitait Jody moralement, la dénigrait et lui donnait même des surnoms humiliants. Même après la rupture, il continuait la relation de manière intime et partageait certains de ses fantasmes avec elle. Tellement l'affaire a captivé et fasciné le pays, l'accusée devient rapidement célèbre. On la surnomme dans la presse la tueuse au visage de poupée. L'affaire a tellement captivé le public qu'elle a été diffusée en direct sur internet et sur plusieurs chaînes de télévision. Pour lui, le procureur, il vise la peine de mort. Les amis de Travis viennent témoigner et relèvent que juste avant la mort de Travis, il avait confié que Jody était une sociopathe, que c'était la pire rencontre de sa vie et qu'il avait carrément peur d'elle, peur qu'elle l'assassine. Et finalement, le 7 mars 2013, après 15 heures de délibération, le verdict est tombé. Jody Arias est reconnue coupable de meurtre au premier degré. C'est confirmé, pour Jody, il y a peine de mort. Elle aurait été la première femme exécutée dans l'État depuis 1930. Mais le 13 avril 2015, après un an, sa peine a été réduite. Jody est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et a versé 32 000 $ aux proches de Travis pour couvrir une partie de frais liés au procès. Quelques temps plus tard, elle va passer à la télé Fox TV et elle affirme qu'elle préférait la peine de mort plutôt que la prison à vie. Elle dira « Je considère la mort comme la liberté ultime et je préférerais retrouver ma liberté au plus vite. » La défense vont faire appel le 17 octobre 2010 en dénonçant le comportement du procureur comme ayant nui à Jody pendant l'enquête et le procès. Et le tribunal rejette leur demande le 24 mars 2020 en confirmant la condamnation à la prison à vie. Aujourd'hui, Jody est incarcérée à la prison pour femmes de Perryville, en Arizona. Elle a 45 ans au moment où je vous parle. Et les 2 premières années, elle était placée dans une unité de haute sécurité avant d'être placée dans une aile à sécurité moyenne et basse, où elle partage sa cellule avec d'autres détenus. Depuis son incarcération, Jody a effectué de divers postes. En 2016 comme porteuse. Porteuse de quoi? Je sais pas. Puis 2007 à mi-2018 dans la zone de stockage. Et depuis juillet 2018, elle travaille comme aide à la bibliothèque. Mais la vie n'a pas été très simple pour elle. Elle est super capricieuse. Elle fait de nombreuses demandes de transfert. Elle se montre exécrable lorsque ses demandes ne sont pas abouties. Elle use de son charme auprès des gardiens pour obtenir des faveurs. Elle trouve le moyen de communiquer à l'extérieur, notamment via un tel qu'on lui a donné. À travers un ami, elle va même demander de l'argent via des collectes en ligne et a été aussi menacée de mort par d'autres détenus en 2015. Elle va même faire une lettre adressée au directeur en leur révélant le plan de l'agression. En fait, 2 prisonniers avaient prévu de cacher une arme dans leur livre pour l'assassiner. Elle va notamment lier avec 2 personnes, Donova Baring et
Tracy Brown elles vont se marier. Et elle va se trouver une occupation. Et elle va se lancer dans la peinture. Et elle va même poster ses œuvres sur Instagram qui a plus de 3000 abonnés. Elle vend ses toiles à des prix en allant de 34 $ à 2500 $. Et elle a même vendu ses tableaux sur eBay via son frère. Beaucoup de personnes admirent son talent, comme d'autres trouvent que c'est scandaleux. Comment une personne peut faire un business en prison? Pour la famille de Travis, on ne sait pas trop ce qu'ils font. La page Facebook n'est plus active depuis 2020. Chris et Sky Hugg, des amis de Travis, ont écrit un livre, Your Friends Travis, The Travis Alexander Story. Au final, l'histoire de Jodi nous montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses à l'extérieur. C'était un couple comme les autres, mais derrière les portes closes, il y avait de la manipulation, des mensonges et une obsession malsaine. Même quand quelqu'un paraît charmant, il faut faire attention entre amour et contrôle, entre passion et obsession. Surtout, la vérité finit toujours par ressortir, peu importe combien de temps on essaye de la chercher. C'est très choquant, mais ça nous rappelle aussi l'importance de rester vigilant dans nos relations et de ne jamais ignorer les signes qui nous mettent mal à l'aise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire quelle autre affaire vous voulez que je traite. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je filme avec une autre caméra, avec une nouvelle caméra. Je ne sais pas si le rendu est beau. Je verrai au montage. Parce que là, avant, je filmais avec mon iPhone et là, je filme avec une caméra. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h. Et je vous fais des gros bisous. Bisous!